Mohamed Mara, c'est avec vous que l'on va ouvrir cette partie à présent. C'est un dossier que nous avons suivi depuis un moment. Des décisions ont été prises. Le ministre Yaya Sow suspendu. Plusieurs de ses cadres avec lui. Et finalement, ce qui devait arriver est arrivé hier. Un décret qui va donc les limoger. Mieux, le ministre Charles Wright qui va donc demander au parquet d'ouvrir des poursuites justement à leur encontre. C'était attendu. C'était attendu et je pense que c'était un test grandeur nature pour le gouvernement, pour le chef de gouvernement particulièrement. Parce que depuis l'arrivée du CNRD, vous savez, il y a eu parfois de petits relents de corruption, ci et là. Il y a des soupçons sur pas mal de directeurs de régie et tout cela. Mais pour une fois, nous sommes parvenus avec des preuves concrètes à mettre sous le nez du gouvernement et puis à tester leur volonté véritablement de changer. Et un gouvernement quand même qui s'est illustré dans les différents ordres intimés au parquet, de poursuivre pas mal de gouvernants, surtout de l'ère Alpha Condé. Et cette fois, Ouattara, c'est l'un d'eux, pas le moindre quand même, qui tombe de cette manière. Je pense que c'était un test pour le Premier ministre, parce que il ne faut pas l'oublier, le gouvernement... Est-ce que c'était pas un des plus gros départements, peut-être le deuxième? L'unité gouvernementale, l'union gouvernementale s'était fissurée dangereusement depuis la suspension de M. Yaya Sow et de ces quatre, et donc de cet autre de ces quatre. Et la liste, comme je vous le disais la dernière fois, à mon avis, c'est pas encore terminé, parce qu'il y a... encore 5 ou 6 personnes dont les noms sont évoqués ou dont les rôles transparaissent après notre enquête également qui pourraient faire l'objet d'audition. Alors, ce qui s'est passé hier, je crois que les événements se sont accélérés. Parce que, vous savez, on a investigué du côté de la CRIEF pour savoir, il y a encore 48 heures pour savoir pourquoi il y avait du silence autour de ce dossier. Et la réponse qui nous avait été apportée, c'était que le parquet de la CRIEF aussi avait décidé de saisir les OPJ, notamment de la gendarmerie, pour investiguer là-dessus. Sauf que nous n'avons pas trouvé trace justement de cet ordre du parquet de la CRIEF en direction justement de la direction centrale des investigations judiciaires du côté de la gendarmerie nationale. Et or, quand vous prenez les personnalités incriminées, il y en a qui ont des espèces de parrains jusqu'au CNRD. Oui, c'est le cas par exemple de l'ancien directeur national de l'entretien routier dont les amitiés sont connues avec quelques officiers et tout. Donc nous nous demandions, nous autres journalistes qui avons quand même pris énormément de risques, et depuis c'est quand même des menaces de mort, c'est beaucoup de pression venant d'ici et là à partir de ce dossier, et on se demandait quand même qu'est-ce qui se passait derrière. Et puis, comme je vous l'ai dit, on nous a dit que le parquet avait aussi intimé à la gendarmerie de mener des enquêtes. Nous découvrons que ce n'était pas totalement cela. L'enquête telle qu'elle a été menée, ou les auditions, n'avaient pour seul but, en réalité, c'était sur le plan administratif en réalité. C'est que et la primature et la présidence avaient voulu que leur audition se fasse par des experts des interrogatoires, notamment des gendarmes. Mais cela n'avait pas de valeur judiciaire. Donc, les conclusions de ces auditions auraient été remontées déjà il y a 2 jours, donc avant-hier. C'est ce qu'on avait appris, ou la veille, donc au niveau et de la primature et de la présidence. Donc, après ces confrontations, ils se sont réellement rendus compte de l'ampleur de ce qui s'était passé et que ces personnalités ne pouvaient plus reprendre donc du service à leur poste respectif. Et ce qui me conforte dans cette pensée que le parquet quand même ne s'est pas bougé là-dessus, c'est que c'est le garde des Sceaux désormais à qui on leur demande de faire ouvrir les enquêtes. Et puisque le garde des Sceaux s'adresse directement au procureur général, c'est la preuve flagrante que effectivement le parquet de la CRIEF n'avait pas écrit, parce qu'il y a une dénonciation par voie de presse. Mais les décrets qui ont été lus hier soulignent justement que ces cadres sont démis de leurs fonctions parce qu'ils sont poursuivis devant la Cour de répression des infractions économiques et financières. Le décret le dit, mais comme je vous le dis, ça, le décret le dit. Dans la pensée de tout le monde, c'était le cas.
Mais nous sommes des journalistes, nous avons quand même cette obligation d'honnêteté. Je vous ai expliqué que techniquement, nous avons vérifié, mais techniquement, rien n'était fait dans ce sens. Il n'y avait pas d'acte, il n'y avait rien dans ce sens-là. Même s'il est vrai que le parquet suivait. Mais la seule trace qu'on a trouvée, c'était cette audition à caractère administratif qu'on a trouvée au niveau de la gendarmerie. Donc, les 8 personnes, cette fois-ci, y compris le ministre, très probablement maintenant vont être entendus à nouveau. Et cette fois-ci, dans une procédure normale d'enquête. Mais ce dossier, Mafoudia, à moins que le parquet veuille aller plus profondément, parce que n'oubliez pas, pendant nos enquêtes, on a quand même découvert que la tentacule de cette affaire va aussi au ministère des Finances. Il y a un nom, vous vous souvenez, qui nous a été donné. Et d'ailleurs, le secrétaire général s'était engagé, il y a 2 semaines, aujourd'hui exactement, à nous faire rencontrer la personne responsable des marchés publics de son département et de la personne chargée de ce dossier au ministère des Finances, qui connaissent aussi ce dossier. Donc, jamais il y a venu, des implications aussi qu'on a découvertes pratiquement au niveau de 3 départements, donc, y compris le ministère des Infrastructures. Alors, aujourd'hui, nous avons quand même, finalement, on se rend compte que ça devient obligatoire, le parquet ne peut plus reculer, puisque le gouvernement lui-même demande désormais au procureur général de veiller à ce que ces personnes-là soient poursuivies. Donc, on attend véritablement maintenant les vraies auditions de ce qui va se passer, en tout cas sur le plan judiciaire. De l'autre côté, je pense que le gouvernement n'a pas le choix, le CNRD n'a pas le choix que de poursuivre ce type de dossier. Et il y a des responsables de régie financière qui ont réuni des gens pour aller demander pardon à plusieurs endroits parce que des cas de prévarication ont été découverts. Il y en a même un poursuivi pour un contrat en particulier qui s'est empressé de demander à son co-contractant de ramener l'argent qui était parti, qui avait été décaissé très vite. On a ces informations-là. Nous les suivons à l'œil parce que cette transition, elle se doit de rétablir la vertu dans ce pays. Pour terminer, les ministres qui sont allés en front, ou qui s'apprêtaient à aller en front, moi je leur dis bravo, continuez ainsi. Le peuple vous regarde. Parce que cette solidarité malsaine qui a voulu que non, on protège un ministre parce que c'est l'un de nous, parce que si il est demi pour ça, aucun de nous en réalité n'est à l'abri, vous êtes en train de nous montrer en fait que vous êtes une association de sorciers qui saucissonne nos maigres ressources. Alors, les mots sont tous choisis. Hein. Donc, mais Roby, il parle de solidarité d'un côté, d'obligation pour le CNRD de poursuivre ce genre de dossier. Mais imaginons que ça ne prospère pas. Quel message on enverrait à la fois à l'opinion, mais aussi aux journalistes qui ont quand même fait leur travail sur ce dossier. Justement, ce premier acte nous montre quand même, donne quand même l'espoir que ce sont des dossiers qui vont prospérer, j'espère. Parce qu'au début, ce qu'on a reproché au CNRD à l'époque, notamment au président Mamadi Doumbouya, c'était la va-vite dans la prise des décisions. Je pense que cette fois-ci, certes, on avait discuté la manière dont le Premier ministre avait pris l'acte de suspendre le ministre. Non, on n'a pas discuté, c'est Antoine. Oui, et c'est toute ma désolation de ce matin, il n'est pas là. Justement, c'est une discussion qu'on a eu avec Antoine. Il a changé d'avis. Je le vois sourire. Ah ouais, et donc à l'époque, je pense que on avait demandé à ce que ça aille plus loin, mais entre le temps que ça aille plus loin et la décision prise hier, je pense qu'il y a eu beaucoup d'enquêtes qui ont été menées, et c'est sur la base de ces enquêtes que finalement le président de la République a jugé nécessaire de prendre la décision, pas seulement comme à l'habitude, de démettre les cadres du ministère et de protéger le ministre en fonction, parce que c'était l'habitude à laquelle on assistait sous l'ère Alpha Condé, c'est-à-dire que les nymphes partaient. On les sacrifie. Voilà, il y avait des gens qu'on sacrifiait et l'establishment restait. Et donc, la chaîne de la corruption n'était pas rompue, ça partait plus belle, parce que les gens avaient une espèce de protectionnisme. Mais ce que je veux dire, c'est que ce dossier-là ne doit pas s'arrêter là, parce que je ne peux pas croire que les seuls incriminés dans les passations des marchés publics soient les fonctionnaires et les ministres de tutelle. Je pense qu'il y a toute une chaîne, comme Mohamed Mara le dit, qui va du ministère des Finances au budget et même à la passation des marchés publics. Et je pense très bien que ce dossier va aller plus loin. Mais ce qui est important encore une fois, c'est la pédagogie qu'on tire de ce cas de figure. C'est vraiment une sirène qui doit résonner dans tous les départements aujourd'hui, et non seulement dans les départements, mais dans les directions. Parce qu'il faut se rendre compte aujourd'hui que ce tact-là
non seulement est un acte très fort, mais autant symbolique que dissuasif vis-à-vis de certains acteurs qui, à un moment donné, ont baigné. Je pense qu'il y a une peur bleue qui existe maintenant. Et quand je comprends bien, Mohamed Mara, qu'il y a une certaine forme de solidarité qui est voulu naître au sein de la coalition gouvernementale, parce que tout simplement, ce n'est pas le ministre Yaya seul qui a baigné dans ce type de prévarication. Je pense que ça doit être un court-circuit qui va finalement mettre à nu beaucoup d'autres cas dans d'autres ministères, et vivement que ce processus continue. Vivement que ce processus continue. De toute façon, Jacques, dès le début, on l'a dit, c'est du pain béni, c'est un jackpot pour le CNRD. Ce serait maladroit de manquer de le saisir dans cette situation-là. Évidemment, il n'y avait pas de choix. La situation dans laquelle on s'est trouvé, si le Premier ministre ne prenait pas le devant, la presse allait en parler. Si le Premier ministre tel qu'il a pris le devant n'était pas renforcé dans son action par le chef de l'État, de toutes les façons, c'était déjà parti. La presse allait continuer à en parler. Et globalement, le système CNRD allait avoir du mal à poursuivre sa lutte contre la corruption. En effet. Parce que pour la première fois... Personne n'y croirait plus. Les grandes gueules. C'est pas le premier cas. Le premier cas, on le sait et on va en parler tout à l'heure avec l'ancien directeur de la Caisse nationale des prévoyances sociales. Il a été, lui n'a même pas bénéficié de cette chance de quelques jours. Lui, il a simplement été limogé. Il a tout simplement été limogé et puis il a comparu, donc il a répondu à toutes les questions. D'abord devant la direction des investigations judiciaires, mais je crois que devant la CRIEF, je ne sais pas si c'est venu jusqu'à ce niveau. De toutes les façons, il a été établi qu'il n'en était rien et finalement, il a été abandonné. Je pense que si on en restait là, on allait bien se dire, le CNRD lutte contre la corruption, mais seulement contre les anciens. Ceux qui sont en fonction ne sont pas touchables. Aujourd'hui, je crois que ce discours peut désormais changer. C'est une occasion qu'il fallait saisir. Il y a quand même un détail sur lequel je souhaitais revenir, sur l'attitude de la CRIEF. Il y a deux éléments. Moi, je me pose la question parce qu'évidemment, le parquet avait dit qu'il avait introduit lui aussi cette demande du côté de la direction des investigations judiciaires pour que les deux enquêtes se mènent simultanément. Mais évidemment, les deux enquêtes ne pouvaient pas aller ensemble, donc il fallait que l'enquête administrative puisse aller au bout. Et celle-là n'était pas concernée, en tout cas ça ne concernait pas la CRIEF, ça devrait concerner directement le Premier ministre qui en était le demandeur. Cette enquête est donc terminée, sauf que dans le courrier, donc le communiqué de Charles, lui il précise évidemment que les enquêtes qui ont été menées sont des enquêtes administratives. Donc on peut être peut-être d'accord avec Mara que le parquet ne s'est pas bougé, ou alors le ministre n'est pas au courant. En tout cas, il y a un vaisseau de faits et d'informations à la fois sur la base de ce que nous avons entendu lors de l'enquête, sur la foi de ce que Mara dit, mais aussi sur la foi du communiqué qu'on a, du décret lui-même. Non, le décret, lui, il dit que la CRIEF a engagé des... Je veux dire de l'acte pris par Charles, plutôt. En tout cas, l'acte pris par Charles est formel. Les enquêtes qui avaient lieu aux investigations judiciaires avaient un caractère administratif. Parfait. Ça n'avait rien de judiciaire. C'est donc clair. Donc ça veut... Et ça, nous avions cette information. Et ça, c'est le garde des Sceaux qui le dit. Voilà. Ça veut dire que s'il y avait une action judiciaire engagée par la CRIEF, le garde des Sceaux aurait dû être au courant et il allait en tenir compte dans son communiqué. Donc ça, c'est quelque chose qui mérite d'être relevé. De toutes les façons, aujourd'hui, on ne peut plus faire marche arrière. La CRIEF ou une autre juridiction, mais puisque ça concerne quand même une petite bagatelle de 46 milliards. Bagatelle, ça. J'ai dit au moins. Les gens qui sont poursuivis pour des centaines de milliards. Quand c'est 42 milliards, les 42 milliards concernent juste deux des marchés. Oui, il le sait. C'est-à-dire, voilà, juste là, 16 milliards. Et 26 milliards pour les 2 kilomètres qui séparent Constantin de Madina. Je vais juste relever que nous sommes dans le milliard. Et donc ça concerne forcément la CRIEF. Donc 42 fois la CRIEF. Donc ça ne peut pas être autrement, ça ne peut pas être géré ailleurs. Ça ne peut être géré que par les grandes gueules. Et puis l'autre chose que je veux dire, il faut
peut-être capitaliser cela et puis renforcer davantage. Parce que moi, je le note clairement, le chef du gouvernement sort renforcé dans cette situation. Parce que s'il avait été lâché, malgré tout ce qu'on entend, qu'il y a quelques membres du gouvernement qui se sentent, qui se montrent solidaires avec le ministre Yaya Sow et qui ne voudraient pas que les choses soient Jacques, je voudrais quand même, je voudrais le dire, on reconnaît rarement le mérite et les efforts des gens en fonction, mais Goumou est en train de surprendre et très très positivement l'opinion dans ce passage-là à la primature guinéenne. Il y a non seulement cela, et lui aussi désormais c'est un problème pour lui. C'est-à-dire il sort renforcé, mais c'est désormais un problème pour lui. Il est désormais obligé de veiller sur tout, de contrôler les ministres, de contrôler les directeurs et d'être prêt à prendre des mesures automatiquement comme il l'a fait avec le ministre. Parce que s'il ne le fait pas, on va continuer à se poser des questions. Est-ce qu'il n'y avait pas des idées derrière en s'engageant comme ça assez fortement contre les cadres du ministère des Infrastructures? Donc, désormais, il se donne du boulot. Au-delà de la conduite de la politique gouvernementale, il se donne du boulot, en tout cas de lutter contre la corruption, et il ne doit plus s'arrêter. Boulot, lutter contre la corruption, justement, c'est une voie qu'il s'est tracée, une ligne à laquelle il est obligé de se tenir finalement, Bernard Goumou. Mais Mav, j'ai quand même une préoccupation. Il faudra, au-delà de tout, même s'il y a des audios, même s'il y a cet engouement et quand même, tu vois bien qu'il y a l'image du président de la République. Derrière tout ça, il faudra que nos juridictions sachent aller sans admettre aucune pression pour que le droit soit dit, qu'il soit juste et qu'il soit équitable pour les incriminés. Bah oui, et j'en viens donc à ce que dit clairement le communiqué de Charles Wright, où il est clairement écrit qu'en fait, les faits tels que décrits sont constitutifs d'infractions présumées à la loi pénale contre lesquelles la politique pénale doit être mise en exergue pour élucider les circonstances et sous réserve de la présomption d'innocence. C'est très important. C'est vrai qu'il y avait l'aspect administratif, mais aujourd'hui la justice estime qu'il y a de quoi s'inviter pour pouvoir justement situer la responsabilité individuelle, personnelle de ces personnes dans ce dossier. Et on lit la note et on sent que le facteur clé, c'est justement cette lutte contre la corruption qui a été brandie depuis que le CNRD est là. Lorsqu'on a fait tout ce travail, il serait incohérent qu'il y ait de tels soupçons au sein de votre équipe même et qu'on ne dise rien dessus. Donc il y a ce travail qui est fait. Alors on notera que depuis la diffusion de l'audio, il y a eu quand même un travail qui a été fait. On les a écoutés plusieurs jours durant à la direction des investigations. Donc certainement il y a beaucoup plus d'éléments aujourd'hui qui viennent, je sais pas, renforcer les soupçons du Premier ministre, qui sont de nature justement à permettre qu'on aille vers la justice. Il y a l'évolution et finalement on vient à ce limogeage, ils sont limogés et là la justice fera son travail. Si ils sont reconnus coupables, on le saura. S'ils sont innocents, on saura aussi, ils seront blanchis. Mais ce que je veux ajouter à cela, c'est que dans ce dossier, ça va être un défi. Un défi pas que pour Goumou, mais aussi pour le ministre Yaya Sow. Vous savez, quand les nominations avaient commencé dans ce studio et que beaucoup ont donné l'impression que, écoutez, cette fois, on a fait les bons choix, je fais partie de ceux-là qui disaient que, écoutez, on a à l'œil beaucoup plus les gens qui étaient de l'autre côté et qui dénonçaient tout ce qui se passait dans l'administration. Et aujourd'hui, monsieur Yaya Sow, quand même, c'est un administrateur, c'est quelqu'un qui a fait plusieurs années, qui a de l'expérience. Et lorsqu'il vient dans le gouvernement, qu'il y ait de tels soupçons, je pense qu'il a tout intérêt. Nous savons qu'il était très aimé du président. Voilà. Le président aimait son dynamisme, son acuité intellectuelle et même sa joie de vivre. Il a tout intérêt à tout faire pour que, justement, comme il estime que tout ça c'est un complot monté, c'est un complot,
qu'ils sortent blanchis de cette situation, parce que on enlèvera alors du lot de ceux qui critiquent, mais lorsqu'ils ont la possibilité de gérer, ils font plus que ceux qui ont l'habitude de dénoncer. Ainsi donc, comme celui qu'on va recevoir ce matin, il sera même de pouvoir parler aux Guinéens en toutes circonstances. Je pense qu'il doit pouvoir s'engager, il doit pouvoir mettre tout ce qu'il faut pour prouver son innocence dans ce dossier, et évidemment tous ceux qui sont aussi impliqués dans ce dossier. Parfait. Djiba, pour terminer sur ce dossier, beaucoup de choses ont été dites, mais disons finalement que les choses sérieuses vont commencer avec l'annonce de poursuite par le procureur général aujourd'hui. Oui, tout à fait. Vous savez, lorsqu'on sanctionne une personne, ce n'est pas lui qui est condamné, ce sont les autres qu'on condamne à travers lui, puisque lui déjà il est appelé à disparaître. Donc je crois cette décision-là, il y a deux choses qui se jouaient autour de cette question. Premièrement, c'était d'abord l'image du CNRD, puisque vouloir garder le ministre et toute son équipe, c'était l'image de la transition. Deuxième aspect, c'était aussi ce qui risquait d'être mis à mal, c'était la cohésion au sein du gouvernement. Donc d'un côté, l'image du CNRD qui se joint, et de l'autre côté la cohésion au sein du gouvernement. Donc il fallait faire un choix. Donc le choix, c'est quand même d'être en phase avec les discours qui ont été tenus le 5 septembre. C'est-à-dire que la justice va être la boussole qui va orienter le peuple de Guinée. Et je pense que dans cette orientation, il fallait commencer par balayer devant sa porte. Parce que n'oubliez pas qu'aujourd'hui, au sein de l'opinion, les gens ont commencé à dire: vous avez mis en prison, j'étais en prison, plusieurs cadres de l'ancien régime. Vous avez déterré des dossiers qui datent de 20 ans. Et si aujourd'hui des soupçons de corruption, de détournement de deniers publics sont mis en avant au niveau de votre gouvernement, donc il faudrait que vous envoyiez un signal fort. Je pense que c'est ce signal qui a été envoyé. Pour l'instant, il continue à bénéficier de la présomption d'innocence. En effet. Mais aujourd'hui, le fait, c'est de conforter le Premier ministre dans sa position, parce que n'oubliez pas qu'il y a une division. Les gens ne le disent pas, mais on a reçu des informations comme quoi déjà des camps avaient commencé. Il fallait s'y attendre. Voilà, il y a eu des camps. Le Premier ministre devait s'y attendre. S'y attendre. Donc il y a eu disons cette guerre de tranchées que le président a vu venir, parce que d'un côté il y avait des ministres qui n'étaient pas d'accord, qui disaient mais il est allé trop vite en besoin, le ministre Yaya Sow n'était pas à la réunion, mais comment on peut prendre une telle décision sachant que lui n'avait pas assisté à cette rencontre, il a tout simplement été cité, donc bénéfice de doute qu'il fallait attendre. Mais sauf que aujourd'hui le Premier ministre avait ses raisons. On a dit dans ce studio, est-ce que c'est forcément sur la base de cet audio qu'il a pris sa décision, ou tout simplement qu'il avait d'autres informations à son niveau. D'autres informations dont certaines ont été présentées, même ici. Je pense qu'il faut même dépasser ce niveau parce qu'il y avait d'autres éléments. Aujourd'hui, je pense que ça conforte le Premier ministre dans sa position. C'est un message qui est envoyé à tout le monde. Moi, je suis contre la solidarité au détriment du peuple de Guinée, de l'intérêt public, qu'une complicité gouvernementale. Parce que vouloir couvrir des ministres qui ont été cités dans des dossiers, je pense que c'est une complicité. Ce n'est pas un devoir de réserve ou tout simplement une solidarité. Ça, il faut casser un peu cette pensée-là, la déconstruire dans les têtes. Il va répondre avec toute son équipe. Maintenant, espérons que ça va se transposer sur les autres institutions. Parce que n'oubliez pas que la retraite des DG et DGA, des régies, du côté de l'intérieur du pays, il y a eu des tests qui ont été faits. Nous apprenons même qu'on leur a demandé d'écrire au tableau le numéro de leur DGA. Ils n'ont pas pu. Donc ça veut dire que vous êtes un chef qui ne retient pas le numéro de son collaborateur direct. Donc il y a un problème non seulement... Moi j'aurais échoué aussi. Voilà, donc il y a un problème. Donc ça, ce sont en fait des principes assez légers, mais en management ça compte beaucoup. On leur a dit, écrivez, donnez-nous le numéro de votre adjoint. Ils ne connaissaient pas, et donc ça... Je pense que question nécessité pour une cohésion d'abord au sein du gouvernement avant de parler de corruption, parce que sans cette cohésion, les grandes gueules, je pense que l'objectif qu'ils se sont donné, ils risquent de ne pas l'atteindre. Le président en était conscient. Et l'autre facteur, c'est qu'ils ont constaté que quand le chef de l'État est arrivé, Doumbouya, il a dit on ne va pas faire comme les autres. Les V8, il faut les garer. Les ministres vont prendre les V6. Non, il avait même voulu que les Dacia Duster, les Renault que vous avez vus, soient les véhicules des ministres. Les gens ont dit, président, ça c'est trop. Voilà, donc c'était un peu quand même avec leur poste et leur personnalité, c'était quand même un peu dégradant. Donc ils ont dit les V6 pour les ministres, les pick-up pour les secrétaires généraux et les Dacia Duster pour les chefs de cabinet. Et ainsi de suite, les conseillers. Donc il a stratifié les choses pour envoyer un message au peuple de Guinée pour dire qu'on va vivre de façon sobre,
parce que nous avons une mission à atteindre. Donc ça, en le faisant, et patatras, qu'est-ce qu'on constate? Les DG, certains DG des régies ont commencé à acheter des V8. Donc ça, non seulement c'est de l'imprudence, mais c'est un message qu'on est en train d'envoyer. Ça ne colle pas avec l'image, la vision générale. La vision générale, cette image que le président veut entretenir. Donc il a dit, attention, il y a un problème. Nous baissons, nous envoyons un message au peuple de Guinée pour dire que les deniers publics ont été sapés, nous sommes dans une situation économique exsangue, et vous commencez à acheter des V8. Donc ça contrastait, ils ont dit, attention, il faut que ces gens-là soient convoqués, qu'on les envoie un signal. Et tous les téléphones ont été laissés à la présidence avant d'aller pour la retraite. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas communiquer, vous êtes coupé avec le reste du monde, et 48 heures sans dormir. Je pense que ça... Ils ont dormi. Ils ont dormi ils ont eu 6 heures de sommeil. 6 heures de sommeil. En 48 heures. Justement, en 48 heures, 6 heures de sommeil. Je pense que ça, au-delà, les gens diront c'est du populisme, mais sous d'autres cieux, je pense que les mentalités, il faut les préparer à ça. Il faut préparer les gens à une gestion saine. Parce que l'argent là, ça ne vous appartient pas. Ça vient du peuple de Guinée à travers cette politique fiscale que l'État a mis en place. Djiba Milimouno sur ces décisions à la fois administratives et d'annonces judiciaires. On va donc s'arrêter là pour ce sujet. On reviendra justement sur d'autres. On marque cette virgule et derrière, on reçoit une dame contrie. Vous verrez de quoi nous parlons.